Juste, je dois signaler qu'Adonis, il est syrien, pas libanais. Donc, oui, enfin, non, il n'est pas libanais, mais il a passé la majeure partie de sa vie au Liban. Oui. Effectivement, on sait tous qu'il est de Djeblé, sur la côte syrienne. Mais il était membre du Parti populaire syrien. Bien sûr. Qui a élaboré d'Antoine Saadé. Qui sont des théories effectivement peut-être intéressantes du point de vue civilisationnel, mais fascistes aussi. Mais inspirées par les mouvements autoritaires et fascistes européens des années 30. Bien évidemment. Merci. Donc, tu as mis l'accent sur le fait qu'il faut un travail historique, il faut retravailler l'histoire de la Syrie, car l'histoire constitue de véritables chartes pour n'importe quel pays. Voilà. C'est pas seulement une ressource touristique. C'est pas une ressource. Il s'agit de l'identité même du pays. Il faut retravailler les mémoires collectives. Voilà, je vous laisse la parole à la salle. J'espère que tout le monde va participer. Allez-y, monsieur. D'abord, la première question, c'est quoi les Yazidis pour que vous puissiez aller voir? Deuxième petite question, est-ce que vous pouvez définir c'est quoi pour vous l'arabité? Parce que vous parlez d'arabité de 2600 avant Jésus-Christ et pour moi... Moi, je ne crois pas à l'arabité en 2600 avant Jésus-Christ. D'accord. Hein, je vais essayer de répondre brièvement. Pour ce qui est des définitions de l'arabité, vous avez un savant suédois, un historien qui s'appelle Retze, qui en a écrit 800 pages. Et le concept d'arabité tel qu'il est mis en avant par des régimes politiques actuels, qui sont essentiellement des régimes autoritaires, ne sert absolument pas à... est totalement anachronique pour étudier des cultures de l'Antiquité. On sait qu'il y a des Arabes en Syrie à partir du moment où il y a une inscription qui mentionne des Arabes en Syrie. La première inscription qui mentionne des Arabes en Syrie, c'est 853 avant Jésus-Christ. C'est la stèle d'un roi assyrien qui se bat contre Damas, Hama, qui à l'époque est un royaume syro-hittite, c'est-à-dire araméen et hittite, donc les hittites n'écrivent pas une langue sémitique, ne parlent pas une langue sémitique. Damas, qui est un royaume araméen, et le royaume d'Israël, Israël au sens historique et pas au sens politique actuel. Alors, on parle d'un contingent qui aide Damas, qui est celui de Gindibou l'arabe. Dans les tablettes assyriennes des 2 siècles successifs, d'Ashurbanipal, vous avez de Sennacherib, vous avez des campagnes contre les Arabes qui atteignent une ville qui est celle d'Adoumatou, dans le nord de l'Arabie Saoudite, qui se trouve être la ville où je fouille actuellement avec une équipe française. Hein, pas des vestiges de la Jufer, mais un peu plus récent, Nabatéen. Alors, les Arabes existent depuis 3000 ans dans la région. Mais définir ce qu'est un Arabe et ce qu'est l'arabité est quelque chose qui évolue au cours du temps. Hein. On sait que ce sont des Arabes parce que les Assyriens les appellent Lou, qui veut dire homme, Lou Haribou, ou Lou Haribi. Hein. Mais est-ce qu'ils se définissent comme ça? Est-ce que ce sont des Bédouins? Est-ce que c'est un terme social? Est-ce que c'est un terme ethnique? Est-ce qu'ils parlent une langue différente? On le sait pas. Et on commence à savoir qu'il y a une langue alors, pour aller brièvement, ce qu'a fait le pouvoir syrien, elle a considéré que les langues sémitiques qui sont apparentées souvent de manière très proche, n'étaient pas des langues à part entière, mais des dialectes arabes. Et que l'arabe était la langue mère. Alors que la langue sémitique... La langue la plus ancienne sémitique, parce qu'il faut des inscriptions pour prouver qu'il y a langue et ce que parlaient les gens, c'est l'akkadien qui est né en Irak et qui est né dans l'est de la Syrie vers 2600 avant Jésus-Christ. Il y a aussi une tarte à la crème, et les Occidentaux ont renforcé cette notion, c'est que tout ce qui est sémitique et tout ce qui est arabe provient de la péninsule arabique. Ce n'est pas, à mon sens, c'est pas forcément le cas, puisque les premiers sémites sont en Mésopotamie, sont sur l'Euphrate, ce sont des civilisations qui sont à la fois agricoles et semi-bédouines, hein, le chameau n'est pas domestiqué à cette époque-là, il faut attendre encore 2000 ans, et la péninsule arabique, avec ses petites oasis et des déserts, ne permet pas à un trop-plein de personnes de se développer au cours des millénaires et après de migrer sans arrêt vers le nord ou vers le sud. C'est peut-être un mouvement contraire, ce qui s'est passé. Pour revenir aux Yazidis, les Yazidis les Yazidis sont c'est une secte religieuse, c'est une religion qui a pris un peu à l'islam, qui glorifie la figure de Yazid, hein, figure d'ailleurs honnie par le chiisme. Yazid est un calife omeyyade, c'est le 3e. C'est celui qui est responsable de la mort de Hussein à Karbala en 680. Par les chiites, oui. Alors, les chiites, en Iran, quand on veut parler d'un persécuteur ou d'un assassin, on dit un Yazid. Ok? Et c'est comme ça qu'était perçu Saddam Hussein lors de la guerre Iran-Irak entre 80 et 88. Alors, mais les Yazidis intègrent aussi d'autres notions, d'autres valeurs religieuses,
qui sont celles de la religion zoroastrienne, qui est la religion ancienne de la Perse, Zardusht en arabe, Zardusht en perse. Alors, c'est un syncrétisme, et c'est un syncrétisme qui s'est développé essentiellement dans le nord de l'Irak, dans le Djebel Sinjar. C'est une région qui touche la Syrie dans le nord de l'Irak, et certains yazidis, surtout récemment, ont migré vers la Syrie, vers la région de Hasakeh et vers la région du Khabour. De langues, ethniquement parlant, il s'agit essentiellement d'un groupe de langues kurdes. Ethniquement, ce sont des Kurdes. Religieusement, c'est une religion à part. Ce ne sont pas les Abd al-Iblis, adorateurs du diable. C'est une notion qu'a donné l'islam sunnite pour les disqualifier. D'ailleurs, maintenant, les Yazidis, depuis l'invasion américaine de l'Irak de 2003, sont victimes de persécutions des mouvements comme Daesh, qui, il ne faut pas l'oublier, est alimenté depuis l'Irak, essentiellement, et d'autres mouvements, disons, salafistes. Et également, ils vivaient pas de façon super confortable sous le régime de Saddam Hussein, contrairement aux chrétiens chaldéens ou autres minorités, enfin, sauf les Kurdes. Tu veux rajouter quelque chose? J'espère avoir répondu à votre question en donnant des exemples. Ils sont juste 15 000, d'après leurs chiffres officiels. L'État syrien, c'est-à-dire les centres des anciens syriens, il a donné les chiffres de 10 000, mais où ils ont fait leur propre recensement, c'est 15 000 qui se trouvent en Syrie. Revenons sur l'arabisation, en fait, tout est en Syrie. Il doit baser sur la théorie de base et qui était renforcée après le coup d'État de Hafez al-Assad. Par exemple, je me rappelle très bien, dans l'année 98, je faisais une conférence à l'Institut, au Centre culturel français à Damas, qui parlait des nouvelles données archéologiques vers 60 000 ans. Entre 60 et 100 000 ans avant Jésus-Christ, c'était les premières découvertes qui prouvaient pour la première fois l'utilisation du silex comme matière pour construire les outils de l'homme. C'était la première preuve scientifique. Donc on parlait de ça, et après, comme il y avait les ministres de la Culture à l'époque, c'était Najah al-Attar, donc ils ont insisté qui me ramène à la télé syrienne pour annoncer cette découverte après cette conférence. Donc je donnais une feuille, je présentais c'était quoi la découverte qui était considérée quand même parmi les 10 découvertes les plus importantes du XXe siècle. Imaginez l'ampleur de cette découverte. Et là, la présentatrice était en direct. Il me posait la question après 10 minutes de présentation de ma part sur l'ampleur. C'était quoi la découverte? C'est quoi l'importance pour la Syrie aussi? Et là, elle me pose la question après 10 minutes d'une exposition. Elle me disait, Monsieur Taha, après cette exposition magnifique, il y a 100 000 ans, 200 000 ans, à la reine Zanoubi, à Hafez al-Assad, vous placez où ça, l'arabe est où dans cette histoire? Je dis, quel arabe, madame? Donc j'étais obligé de m'énerver en direct, et j'étais viré d'ailleurs. Ils ont coupé le direct parce que c'était imposé. Pourtant, j'ai donné l'affiche et après j'ai parlé avec les représentatrices en privé, parce que je la connais, c'était une voisine quand on était à l'université à Damas. Elle me disait, non, c'est comme ça. On m'impose de parler de l'arabisation et de Hafez al-Assad et de son fils. L'espoir à l'époque c'était Bassel, après c'est Bachar. Donc voilà, ça explique tout. En effet, pour résumer cette question d'arabité, je vous conseille, tout le monde connaît le film d'Omar Amirlaï, d'élu au Pays de Basse. Donc voilà. C'est à vous de distribuer, allez-y. Toutes petites questions de détail, qui ne sont pas d'un niveau élevé. Comment est-ce que le régime classe les Nabatéens? Les Nabatéens, les Akkadiens. Et une question un petit peu dure, et le crack des chevaliers. Alors, est-ce qu'il est vu comme des envahisseurs, ou bien est-ce que lui aussi il a été arabisé? Parce que quand on entend les nouvelles, tout est arabe. Y compris l'armée signée arabe, Moi, ça me... je sais pas. Très bien, pardon. On a tout ce qu'on veut, ici. C'est rien. Alors, les Nabatéens sont effectivement des Arabes. Ce sont des Arabes qui écrivent en araméen, qui ont un mode de vie hellénistique. Bosra, le site au sud, avant d'être la capitale de la province romaine d'Arabie, et la capitale de la Nabatène après Pétra. On est en 106 après Jésus-Christ. Donc là, effectivement, c'est
c'est une civilisation dont la langue vernaculaire est l'arabe, mais qui est aussi marquée par un syncrétisme et une ouverture vis-à-vis des apports hellénistiques. Vous avez aussi des inscriptions grecques à Pétra, vous avez énormément d'inscriptions grecques à Bosra, même de cette époque. Vous avez peu de vestiges nabatéens, vous avez un arc nabatéen à Bosra, et effectivement, ils ont des caractéristiques architecturales assez particulières. Alors, pour ce qui est du... alors, bizarrement, comme c'est plus la Jordanie où se trouvent les principaux vestiges nabatéens, mais en Jordanie, qui est aussi qui est une monarchie, mais où la propagande, je pense, est quand même... J'ai vécu en Jordanie, j'ai pu comparer les deux. La propagande et le discours sur l'histoire, sur la récupération de l'histoire, est beaucoup moins prégnant. Donc, on peut dire beaucoup de choses en Jordanie dans un débat sur l'archéologie, sans être obligé de d'adopter immédiatement les référents idéologiques du régime. Dans le cas d'une équipe étrangère, c'est d'être viré du pays, quoi, hein, de plus. Alors en Jordanie, c'est beaucoup plus tolérant dans ce cadre-là, même si la population jordanienne est arabe à 100%. Donc, pour ce qui est du krach des chevaliers, les recherches sur les croisades, qui sont perçues comme une première forme de colonisation, en fait, ont été marqués par un certain malaise. En même temps, les vestiges des croisés sur la côte, dans la région alaouite, avec les vestiges d'autres châteaux arabes, ismaéliens ou autres, hein, qui sont aussi impressionnants, sont valorisés parce qu'il s'agit d'une richesse touristique. Hein. On peut aussi les valoriser parce que vous avez vous avez un sultan qui est le sultan Baybars, qui est au moins aussi important que Saladin, mais qui est une figure historique qui n'a pas été si récupérée par le régime, hein, alors que Saladin, oui. Vous avez donc Baybars qui a construit des vestiges dans le krach lui-même. Hein, vous avez un hammam, vous avez une tour de Baybars, c'est lui qui a pris le château. Vous avez le sultan Baybars qui a construit des vestiges à ce qu'on appelle le château de Saladin, mais dont le nom d'origine jusque dans les années 70 est différent. Il s'agit, on l'appelle le château de Qal'at Sahyoun, parce que ça vient de la famille Saône, la Saône comme la rivière, qui est une famille croisée qui s'est occupée du château jusqu'à sa prise par Saladin en 1189. Donc, vous avez donc une exploitation touristique de ces sites-là, mais les recherches sur les croisades ont commencé à être autorisées dans les années, disons, plus 90 par des gens qui étaient pensionnaires à l'Iféad. Vous avez eu des fouilles au château de Saladin, qui étaient d'ailleurs financées par quelqu'un qui a eu beaucoup de rôle dans la restauration dernièrement, avant le conflit, qui était l'Aga Khan. Hein. Vous avez une présentation, vous avez des châteaux ismaéliens, vous savez que l'Aga Khan est ismaélien, il a beaucoup fait, il a malheureusement dû financer ça à travers ce qu'on appelle le Syria Trust, qui appartenait à la première dame, Asma el-Assad, hein, c'est pas moi qui l'appellerai la première dame, mais bon voilà. Et par contre la recherche sur les ismaéliens en tant que tels, sur Salamier, le château de Chamamis, qui a été gravement endommagé par le conflit actuel, la citadelle de Kadmous, dont il reste peu de choses, mais qui était la principale place forte ismaélienne. Ça aussi, peut-être dans les années 80-70, c'était pas très bien vu, parce que c'est une secte, parce que là, on exploite quelque chose qui sort du cadre de l'unité de la civilisation arabe et musulmane. Tout ce discours, et je résume, tout ce discours, je pense, sert à masquer, disons, l'assise communautaire de ce régime. L'arabité est un écran de fumée pour ce régime, pour masquer en fait la mainmise d'une communauté sur nombre des institutions du pays, dont l'armée. Hein. 80% des officiers sont alaouites, alors que des officiers, alors que c'est 12% de la population au maximum. Merci Martin. J'aimerais dire que l'Aga Khan, il n'est pas ismaélien, c'est le chef spirituel des Ismaéliens. Oui. Voilà. C'est le dieu des Ismaéliens. Hein, donc, je suis d'origine ismaélienne. Donc, je suis pas ismaélien, je suis athée, mais d'origine ismaélienne. C'est un peu le Mahdi, on pourrait dire. D'accord, merci. Derrière, allez-y. Non, et qui est un personnage pour lequel j'ai beaucoup de respect. Hein. Moi, j'ai pas de respect, hein. Tout simplement. Hein. J'ai pas de respect pour un personnage religieux, tout simplement. Oui, mais il a financé certaines choses humanitaires. Bon, merci pour votre conférence. Je voudrais pas rentrer dans le débat identitaire, même s'il y a beaucoup de choses à dire, mais tant qu'il n'y a pas de liberté historique ou de recherche historique ou des choses comme ça, on peut pas vraiment connaître la vérité des choses, on ne peut pas interroger les gens, on ne peut pas discuter avec les gens. Mais moi, à chaque fois que j'entends des Syriens discuter et parler, j'ai l'impression qu'ils parlent de leur ville.
Et j'ai l'impression que la Syrie a été toujours... Ils parlent de l'or? De leur ville, réellement. Ils ne parlent pas de leur confession ni de leurs racines, ils parlent de leur ville. On parle de Tadmor, on parle de Haleb, on parle de Homs, on parle de Damas. Et j'ai l'impression que la Syrie a été des cités-États et le reste, probablement, la Syrie est des cantons. C'est des cités-États. Chacun est fier de sa cité, plus que de sa confession, plus que de sa religion, plus que de son identité de racine. Ma question pratique est sur l'UNESCO. À quoi ça sert vraiment d'être protégé par l'UNESCO et être patrimoine international de l'humanité, protégé par l'UNESCO, si l'UNESCO permet au régime de mettre de l'artillerie sur des citadelles historiques et bombarder les villes, comme ça s'est passé à Alep, à Damas et à Homs, et même à Qarat al-Hassan, c'est à peu près la même chose. Et donc, les Syriens étaient contents que leur pays soit protégé par l'UNESCO et patrimoine de l'humanité parce qu'ils pensaient que ça allait faire des recherches archéologiques et historiques en Syrie. Mais réellement, sur le plan pratique, à quoi ça sert d'être protégé par l'UNESCO? Merci. Merci. Allez-y, Mohamed. En fait, être protégé par l'UNESCO, ça sert à rien du tout. Tout simplement. Parce que, à savoir, l'UNESCO, ça fait partie des organismes ou de l'entreprise de l'ONU quelque part. Donc, toujours, on a le même problème. Il y a le droit de veto, il y a plein de règlements qui s'imposent. Mais de toute façon, tout ce qu'il décide l'UNESCO, il n'a pas de valeur juridique ou forcée. Tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il peut faire, c'est condamner, c'est le maximum qu'il peut faire, c'est condamner, organiser des colloques, inviter la conscience humaine ou culturelle, intellectuelle à protéger les patrimoines et dépenser de l'argent, souvent pas dans le bon sens, et dépense beaucoup d'argent pour les conférences. On revient tout de suite sur un... Il y a des chartes, mais ça sert à rien. Mais il y a les chartes de l'ONU qui... C'est comme la charte des droits de l'homme. Hein. Voilà, exactement. C'est théorique. Ils font des idées, ils donnent des conseils et ils organisent des cours quelque part, comment on peut protéger, comment on peut aller plus loin dans les détails. Et il peut rien faire. Le maximum qu'ils peuvent faire, condamner, et ils condamnent jamais le vrai responsable. Ils condamnent toujours les deux côtés. Parce que c'est délicat pour eux. Ce qu'on entend toujours, c'est délicat. On ne peut pas condamner seulement le régime, parce que le régime, toujours, ça fait partie, par exemple, de l'UNESCO. Il y a son ambassadeur à l'UNESCO. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu une conférence sur le sauvegarde du patrimoine archéologique syrien avec un budget, je crois, qui dépasse 2,5 millions d'euros. C'est pour la conférence, voilà. Donc, on a ramené des gens, en général, qui n'ont rien dans l'archéologie, malgré que c'est des fonctionnaires d'État. Et les archéologues qui sont là, par exemple en France, qui travaillent depuis le début, leurs parents, leurs amis, ils ont risqué leur vie pour documenter les désastres qui subissent les patrimoines syriens. Ils étaient invités comme téléspectateurs. Donc, de coup, il y a beaucoup d'associations syriennes ou franco-syriens ou des archéologues indépendants qui ont boycotté cette conférence pour cette raison-là. Voilà, tout simplement. Bon, j'aimerais revenir sur la question. Quelques mots, Martin, oui, quelques mots, s'il te plaît. Mais elle est très très pertinente, d'autant plus... J'avais déjà un micro dans les mains. Oui. Bon, Martin, non, votre question est très pertinente en raison de l'actualité. Hein. Une conférence à l'UNESCO qui ont décidé de boycotter les représentants de la société civile syrienne qui alimentaient en information les destructions et les pillages. Il faut savoir que l'UNESCO traite uniquement avec les États. L'UNESCO, la Syrie a un siège, la Syrie loyaliste, la Syrie de Assad, de Hafez al-Assad toujours, oui, a un siège à l'UNESCO en la personne de Lamia Chakour, qui a fait pression pour que les associations de la société civile ne puissent pas présenter leurs données et soient uniquement dans l'auditoire. Et c'est pour cela que moi je fais partie d'une association qui s'appelle l'APSA, qui regroupe des Syriens et des Français, des universitaires essentiellement, mais aussi des personnes qui documentent tous les jours en film et en photo les destructions dans la partie de Syrie qui n'est pas occupée par les Assad, mais qui fait l'objet de pillages et de destruction, de Daesh notamment, et elles ont été interdites de podium. Et donc,
donc on peut voir cette conférence, et nous on voit cette conférence comme un exercice de légitimation d'un régime et de fonctionnaires d'un régime qui, même en étant obligés, même s'ils pensent autrement, viennent discuter de la restauration de sites comme le Crac des Chevaliers que le régime qu'ils représentent a lui-même bombardé avec des MiG et des missiles. Donc pour moi, c'est une situation d'une obscénité assez monumentale. Et c'est pour ça que Ila Souria, je pense aussi, était invité, mais ne pouvait pas parler, et donc a décidé de boycotter cet événement, quoi. Merci. Voilà. Elisabeth. Oui, alors moi je voudrais vous poser deux questions différentes adressées particulièrement à Mohamed. La première, c'est qu'en est-il, ou qu'en était-il donc avant les événements et avant la Révolution, et je suppose que maintenant ça change beaucoup, de la politique scolaire? C'est-à-dire, est-ce que par rapport au patrimoine et au patrimoine matériel sur le terrain, je veux dire, est-ce qu'il y a des visites d'écoles systématiques, et qu'est-ce qui est privilégié? Quel est le rapport des écoles et du système éducatif à ce patrimoine archéologique? Et ma deuxième question, de nature différente, mais qui a surgi des échanges juste maintenant, c'est est-ce que vous avez des contacts, est-ce que vous savez ce qui se passe sur le terrain en matière justement d'efforts de protection? Ma question, elle vient de cette idée qui me semble que souvent, dans les situations de guerre, il y a toujours des gens sur place qui sont des fonctionnaires, souvent des antiquités, et qui essayent de protéger, voilà. Alors, est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe aujourd'hui, justement, dans ce domaine? Donc, les deux questions. Merci, Elisabeth. Mohamed. Pour la première question concernant les écoles et la scolarité, il n'y a rien, vraiment, il n'y avait pas de programme. Même quand je suis revenu en Syrie, après obtenir mon DEA en France, je proposais aux écoles de Palmyre, par exemple, de faire une journée, le vendredi, par exemple, comme c'est vacances, un jour férié, de ramener les enfants de chaque école chaque vendredi, et je leur ferais les guides touristiques dans les lieux pour qu'ils savent c'est quoi Palmyre, par exemple, c'est quoi le patrimoine. Le directeur de l'école, il était d'accord, il a ramené les enfants le vendredi qui a suivi notre discussion, mais malheureusement c'était le vendredi, le samedi matin on était tous les deux confisqués par le service d'enseignement jusqu'à Damas. Voilà. Donc il n'y a jamais, par exemple, non plus un de Damas qui viennent à Palmyre. Alors, 10 fois, il y a des voyages d'école organisés, donc on ramène les gens une fois par an à Damas ou au Crac des Chevaliers ou sur la côte. C'est l'hasard, quoi. Mais il n'y a pas vraiment de programme qui explique aux étudiants ou aux lycéens, ou même aux universitaires, c'est quoi le patrimoine syrien, qu'est-ce que ça représente. Il y a quelques phrases dans les bouquins de ce qu'on appelle le bouquin de nationalité, de Qawmiya. Je ne sais pas comment on l'appelle. Éducation nationale. Éducation nationale qui parle, comme il a dit. C'est pas d'histoire, c'est politique. C'est politique. Quand il parle de Zanoubi, il parle de la reine arabe Zanoubi. Il l'appelle même pas Zanoubi, il l'appelle Zanoubia ou Azaba ou Zainab. Et c'était un faux parce que déjà Zanoubi, c'est comme il a dit Martin, c'est un prénom grec et son nom c'est Betzabai. C'est Betzabai en araméen, c'est-à-dire c'est lui qui Betzabai. C'est-à-dire, il a deux significations. Soit c'est la femme qui a les cheveux longs, ou c'est la fille de Dieu, quoi, quelque part. Donc, la deuxième question concernant les gens qui sont sur place, heureusement qu'il y a toujours des gens, et je sais pas si j'ai mentionné un petit peu parce qu'on n'avait pas le temps de parler de ça, mais il y a les gens qui sont sur place, en fait, c'est eux qui restent leur vie, c'est eux qui essayent de documenter, de prendre les photos, les images, et on a perdu beaucoup des amis. Qui sont soit prisonniers jusqu'à maintenant, on ne sait pas où ils sont, disparus. Il y a même des martyrs parmi eux qui ont perdu leur vie. Pour prendre, j'ai le cas d'un de mes étudiants, c'est-à-dire j'ai enseigné quand j'étudiais à Damas. Il n'étudiait pas l'archéologie, mais je l'enseignais à l'école primaire. Je faisais des cours en tant qu'étudiant universitaire. Il a perdu sa vie juste pour prendre une photo d'un lance-roquette qui était basé sur le musée de Palmyre.
Il a perdu sa vie. Donc bien heureusement qu'il y a des gens, il y a des sauvetages aussi qui étaient faits par quelques fonctionnaires archéologues de nos collègues, des volontaires, qui ont ramené beaucoup des pièces archéologiques, ils l'ont enterré quelque part. Il y a 3 ou 4 personnes qui savent où ils sont enterrés et les 3 personnes, elles ne se connaissent pas. Donc on a fait un système assez compliqué. On a utilisé tout ce qu'on a gagné de ces services, de ce régime qui était basé sur le mukhabarat ou les services d'enseignement. Donc on a utilisé ces méthodes un petit peu avec la question des patrimoines. Mais le problème, ça nous faisait vraiment, en tant qu'archéologue, ça me faisait toujours mal. C'était délicat de parler des pierres et d'archéologie. Tant qu'il y a des morts tous les jours, c'était vraiment une question très très délicate, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de travailler. On travaille durement ici comme à l'intérieur. Ce qu'ils répètent certains Syriens, que ce sont les êtres humains qui comptent en ce moment, c'est pas les pierres. Voilà, c'est une importance. Est-ce qu'on ne peut pas dire d'une certaine façon les deux bons? Voilà, voilà. Les êtres humains, ils ont une mémoire, ils ont un avenir, et ils ne pourront pas reconstruire leur avenir sans mémoire. Juste pour rajouter quelque chose, peut-être parce que je viens de la même région, j'habite pas loin de Palmyre, à 150 km. On visitait, quand j'avais 10 ans, j'étais à l'école, on visitait Palmyre chaque année. Il y avait un voyage scolaire, mais il y avait les photos et les portraits de Hafez al-Assad partout. À cette époque, je croyais, j'étais gamin, que c'est lui qui a construit Palmyre. Hein. Donc, il y avait des photos de Hafez al-Assad partout. Et malheureusement, Palmyre, il faut le dire, dans la mémoire syrienne maintenant, dans la représentation syrienne maintenant, est liée à la prison. Il est lié à la prison. Quand on parle de Palmyre, on pense à cette prison qui nous fait peur. Le massacre de 1980. On pense, voilà, malheureusement, à quel point on est en train de polluer l'histoire syrienne. Allez-y, monsieur. C'est juste avant que... Pardon. Juste avant qu'il commence, docteur Raouf, je peux rajouter une chose assez bizarre et peut-être importante comme information. Moi, en tant que palmyrien, il y a plus de 60% des palmyriens qui meurent sans rentrer dans le musée des Palmyres. Ouais. Ce qu'il faut payer. Il n'y avait pas une loi qui autorise les palmyriens, par exemple, et les habitants locaux à entrer dans le musée gratuitement. Par exemple. Allez-y, monsieur. Je regrette vraiment que vous n'avez pas parlé réellement de la nature de ce régime qu'on appelle le régime syrien. Vous ne pouvez pas séparer la nature de ce régime de ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire sur le plan d'identité, sur le plan de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Parce que ce régime, il était basé d'abord sur la famille, sur le clan, sur la communauté alaouite. Il faut savoir quand même que après le coup d'État de Parti Baas en 1963, ça commence le nettoyage de l'armée syrienne et de l'installation d'un régime, disons, familial qui était basé sur la communauté. De toute façon, vous ne pouvez pas parler de l'arabité ou d'un régime idéologique, parce qu'en effet, ce régime, il utilise le Parti Baas comme couverture pour rester au pouvoir, et c'est qu'est-ce qu'il a fait quand il dit qu'il défend la cause arabe, où en réalité, on sait qu'est-ce qu'il a fait avec les résistants palestiniens, par exemple, et tout le monde, au Liban, par exemple, et tout le monde sait quand même que ce régime n'est pas tiré une seule balle pour libérer, par exemple, le Golan occupé par les Israéliens. Donc, à mon avis, il faut vraiment bien insister sur la nature de ce régime, parce que ce régime, il était très loin d'un régime idéologique, c'est-à-dire qui porte certaines idéologies. Il est très loin du Parti Baas, parce qu'il n'a jamais vraiment, réellement appliqué, disons, entre guillemets, ces principes de ce Parti Baas. Mais par contre, vraiment, c'est un régime unique du monde qu'on ne trouve nulle part. Ce n'est pas un régime dictatorial, c'est un régime dictatorial autoritaire, mais il y a quelque chose beaucoup plus grave encore, c'est-à-dire c'est un régime qui, on peut dire dans certains sens, semble beaucoup à le régime de Corée du Nord, c'est-à-dire la famille qui gouverne avec la couverture d'un parti qui s'appelle le Parti Baas, mais en effet, il n'est rien de Parti Baas réellement en Syrie. En fait, il s'est servi de Parti Baas pour exister. Pour ça, j'ai insisté sur le fait que c'est un régime totalitaire, familial et mafieux.
surtout mafieux. Voilà. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous que c'est un régime alawite. Voilà. C'est un régime qui s'est servi de toutes les confessions, qu'elles soient minorités ou des minorités ou de la confession sunnite. Voilà. C'est un régime confessionnel dans le sens qu'il n'est pas seulement alawite, mais il se servit de toutes les confessions. Voilà. Je suis désolé, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il suffit de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des bourses, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'armée quand il y a 95% des officiers issus, des officiers supérieurs à partir du capitaine et plus, issus de cette communauté. Il suffit de regarder quels sont les gens responsables dans l'État. Il y a toujours quelques-uns ici ou là, chrétiens par exemple, ou sunnites ou d'autres, qui travaillent en effet pour la solde de pouvoir. Je pense, et ça c'est qu'est-ce que j'ai dit, en ce qui concerne par exemple l'éducation nationale ou l'armée ou les postes dans l'État, ça ce n'est pas secret. C'est connu à tout le monde. Donc, qu'est-ce que j'appelle, moi, ce genre de régime? Je ne peux pas dire que c'est un régime, effectivement, qui était basé sur la communauté. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous appelez ça? Je suis d'accord avec vous. Il y a une sorte d'alawisation de l'aspect politique de la Syrie. Par contre, les aspects économiques et sociaux restent dans les mains des sunnites en Syrie. Et surtout la bourgeoisie de Damas et la bourgeoisie d'Alep. Donc voilà. Alors, si on veut séparer les aspects politiques et les aspects économiques. Non, non, mais vous soulevez tous les deux des points intéressants et je suis d'accord avec des éléments de vous deux. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est pour vous montrer à quel point l'idéologie de ce régime est simplement un cache-sexe. Le père de Hafez el-Assad s'appelait Sleiman el-Wahash, déjà. Cet homme-là, dans les années 20, de son village de Kordaha, qui n'était qu'un village à l'époque, a écrit aux autorités du mandat français, dans les années 30, quand la Syrie, qui avait été divisée effectivement en cantons par les Français, divisée pour régner, un État druze, un État alawite, c'est à nouveau, je crois en 1936, unifié. Et grand arabiste, Hafez el-Assad, son père lui-même avait refusé cette unification au nom de la communauté alawite et avait supplié les autorités mandataires de garder la cantonalisation de la Syrie. Et ça, c'est évidemment un aspect qu'on ne discute pas maintenant, malheureusement, même dans l'opposition. C'est que cette famille n'a absolument aucun crédit de par ses ancêtres à apporter à la lutte contre le colonialisme, contre les autorités mandataires, et il n'a eu aucun rôle dans l'indépendance elle-même de la Syrie en 1946, zéro. Donc là, je suis absolument d'accord avec vous. Quant à l'instrumentalisation de la cause palestinienne, tout le monde l'a sait. Moi, tous les régimes arabes. Tous les régimes arabes. Cela étant, moi je me demande si le régime syrien n'a pas tué autant de Palestiniens que les Israéliens. Je pense au siège de Tripoli, à la guerre des camps qu'il y a eu dans les années 80 au Liban, à Tel Zatar où il s'est allié avec les Kataïeb maronites pour les aider au massacre de Tel Zatar. S'est allié avec des personnalités comme Hobeika qui ont été responsables des massacres de Sabra et Shatila, et il n'a rien trouvé de mieux pendant 2 ans que d'affamer et que de bombarder le camp palestinien du Yarmouk.